Nous tirons à la fin de cette soirée, mais avant, je vais prier notre invité de bien vouloir s'avancer pour le grand oral. Bon, en réalité, je ne savais pas qu'il fallait un test. Donc, c'est récemment que Jérôme m'en a parlé. Je lui avais dit non. Et puis après, je me suis dit, bon, comme c'est chez le doyen, il faut faire quelque chose. Voilà. Je me rends compte que je vieillis. J'aurais dû grossir l'écriture. J'aurais pu savoir ce que j'ai écrit. Alors, avant de lire le test, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui se sont déplacés, qui ont eu la patience de suivre le dialogue littéraire depuis 19h, donc qui était là avant 19h, donc qui était loin. Voilà. Donc, j'ai intitulé mon dialogue littéraire, ça n'a pas de titre. Alors j'ai écrit, c'est juste 2 pages, hein, donc ne vous inquiétez pas. Il m'a été offert l'opportunité de me prononcer sur la littérature béninoise. Je pourrais démarrer mon propos depuis le romancier Félix Couchereau avec L'Esclave, 1929, ou Paul Razoumet, 1938. En passant par les poètes étudiés par le professeur émérite Adrien Wamon, je citerai quelques noms: Paulin Joaquier, Paco Ressou, Richard Dubé, Estelle Prudencio, sans oublier des écrivains majeurs tels que Paulin Beniconor, Jean Pillard, Fernando d'Almeida. Fernando d'Almeida que malheureusement beaucoup de Béninois ne connaissent pas, parce qu'il a fait la plupart, disons, de toute sa carrière, je dirais, au Cameroun. Un peu à Douala, un peu à Yaoundé. Jérôme Carlos, là, au moins tout le monde le connaît. Banabé Lai, lui aussi malheureusement, les Béninois ne le connaissent pas trop. Il est parti l'année passée. C'est un très grand poète, très grand ami. Camille Amoureux, lui aussi il est parti. Un très grand ami du doyen à l'Opétine. Jusqu'au dernier ouvrage littéraire publié par un Béninois. Que ces auteurs traitent de la colonisation, de l'esclavage, de l'indépendance, des désillusions, de la satire sociopolitique, du mysticisme, de la famille. Quand je dis de la famille, je me souviens par exemple de Jérôme Laracine, Père-Sang, Dame, aussi Remso. Des ennemis, disons des émotions pénibles, comme la jalousie, la colère, la révolte, ou de la dictature, de la démocratie. Je pourrais m'attarder sur chacun d'eux, ou simplement revenir sur mes contemporains étudiés dans le programme scolaire, comme Florent Kouazotti, Apollinaire Bazaou, Marion Capo, Abdel Hamzat Hakim Laleyer, Adelaide Fassinou, Mama Raouf. Je pourrais aussi magnifier l'esthétisme non moins important de Renou Kouanou, de Habib Takougan, de Jérôme Tonsavi. Ah, excusez-moi, je ne peux pas classer Jérôme Tonsavi à côté de Habib Takougan, quoi. Toutes mes excuses. Je voulais parler de Jérôme Noailly. Lui, malheureusement, on ne le connaît pas trop. Pourtant, il a écrit de très beaux livres. Le piment des plus beaux jours, publié en Europe, chez Chèvement Plus. Ensuite, La mort du lendemain, chez Présence africaine. C'est le fils du philosophe Albert Noailly, le professeur émérite Albert Noailly.
Donc, Jérôme, ton service, c'est pas toi, mais t'inquiète pas, il va te citer aussi. Alors, de Fernand, Nouri Betor, ou les grands prix du Bénin, voilà, c'est là où j'ai cité Jérôme, tels Jean-Paul Touto, Giovanni Cedro Moussou plutôt, Daniel Amoussou, Jérôme Tossavi. Je pourrais encore parler de mes poètes protégés. Alors j'appelle poètes protégés, j'ai beaucoup de poètes protégés maintenant, mais avant il n'était que deux. C'était Esther Toko et Jamie Mamangao. Mais maintenant, ils sont plus nombreux. Pour célébrer ces poètes qui candidatent et remportent des prix internationaux comme Eric Amaïdi, avec le prix international de poésie Patrice Kao, à Yaoundé, j'en ai parlé tout à l'heure, et Grégoire Foulé, avec le prix Maurice Bandana de la création poétique 2024. Ça s'est passé à Abidjan. Je pourrais produire une étude diachronique pour donner à voir les liens entre les différentes générations qu'a tracé la littérature béninoise. Il m'a été suggéré, si l'envie me prend, de m'intéresser à ma propre écriture. Je pourrais évoquer la genèse de mon acte d'écrit, comment les lectures de mon père, qui lut tout, BD, romans photos, livres de tout genre, Bible, Coran et autres documents dits sacrés ou magiques, je les reprenais sans véritablement rien comprendre. Je pourrais détailler mes constructions narratologiques, mes projets esthétiques, ma passion pour la poésie, qui vient fondamentalement des seins de ma grand-mère qui m'allaita en l'absence de ma mère qui voyagea au Nigeria, alors que je n'avais même pas encore bien grandi, j'avais à peine quelques mois. Ici, je pourrais faire une pause pour écréner des chansons de couvent Rabioso. Donc, comme Amour Toliton l'a dit, je vais inviter, auquel elle est liée. Je pourrais narrer comment ma mémoire visuelle avait le pouvoir de se transformer en mémoire auditive, ou olfactive, ou gustative, ou tactile. J'avais très tôt compris qu'un poète doit avoir développé la synesthésie pour le mélange des sens et des sensations nécessaires pour la création des images. J'avais aussi compris que la poésie est une langue qu'il faut apprendre et s'en servir à l'heure où les ténèbres envahissent les étoiles bleues, au point de les engloutir dans le trou noir. C'est pourquoi je m'exhorte à travailler, à percer les noirceurs de l'humanité. L'humanité se remplit des êtres noirs. Je ne fais pas allusion à la race dite noire. À ce propos, j'ai envie, je l'ai écrit dans un roman qui n'est pas encore sorti, j'ai envie de réduire les races à deux races. La race humaine et la race féminine. Bon, ce n'est pas dans le discours, hein, je dis ça seul. Alors, et je parle de la noirceur de l'être humain. Je parle du pessimisme de l'être humain qui fait qu'il est dépourvu de patience, car l'homme oublie souvent qu'il n'est même pas un point à l'échelle de la galaxie. On me demande souvent pourquoi ma poésie poursuit la lumière. C'était une question de Jérôme. Ma poésie poursuit la lumière, non seulement pour imiter sa vitesse, la vitesse de la lumière c'est 300 000 km en une seule seconde. Ça veut dire que
avec ma poésie, on peut parcourir la Terre plusieurs fois, parce que 300 000 km en une seconde. J'aimerais dire que Cotonou-Paris, ça fait 6 km et 6 000 km. Donc ça veut dire que en moins d'une seconde, si on a la puissance de la lumière, on peut se retrouver à Paris. Et c'est ce que Einstein expliquait avec sa relativité. Alors, je disais donc que nous sommes faits de noirceur. Et notre problème, c'est que nous ne sommes pas patients. Alors ma poésie poursuit la lumière. Ma poésie poursuit la lumière, non seulement pour imiter sa vitesse, mais aussi pour apprendre l'humilité qui contraint l'être humain à se mettre nu devant l'eau de douche. Alors, quelle que soit sa force, qu'on soit roi, reine, ministre, chef d'État, je ne crois pas qu'il y ait un chef d'État qui se lave habillé. Je ne crois pas. À la vérité, je vais faire face à la lumière, parce que là, je veux vraiment parler. À la vérité, je ne voudrais ni me prononcer sur la littérature béninoise, ni dire quoi que ce soit sur mon écriture. Je n'ai envie de rien dire sur la culture non plus. Je n'ai pas voulu, non, qu'on m'en ait parlé in extremis, non, qu'il ne plaise pas de m'exprimer, mais parce que je voudrais rappeler que ce dont nous avons besoin à l'Oubentine l'a compris, la formation, l'éducation. L'école internationale de théâtre du Bénin doit être soutenue. Et nous profitons pour remercier le gouvernement de Patrice Talon qui a permis aux promoteurs de l'école de continuer ses activités malgré toutes les casses décriées dans la zone. Bon, je sais que le chef d'État n'est pas là, mais on va sonner ça avant. Je ne sais pas si vous connaissiez la zone avant aujourd'hui, mais si vous connaissiez la zone avant aujourd'hui, vous devez savoir que si l'école est là, c'est un miracle. Et si l'école est là, c'est parce que quelqu'un a voulu que l'école soit là. Parce qu'il y a des gens qui seraient même des hommes de droit qui ont vu leur maison démolie. Alors, puisque je veux commencer par parler d'éducation, avec tout le respect que je dois à l'assistance, je voudrais qu'on se lève pour faire quelques secondes de silence. Je préfère dire quelques secondes de silence parce que quand on dit une minute, on ne fait jamais une minute. Donc, quelques secondes de silence pour notre ministre de l'Éducation qui est parti. Merci beaucoup. Alors, à travers ces quelques minutes pour le ministre Yves Baochabi, en même temps, c'est par rapport au préfet qui est parti tout récemment, et c'est par rapport à nos soldats qui tombent au front au nord, et par rapport à tous nos martyrs, tous nos héros. Voilà. Merci beaucoup. Naguère, pour plaisanter, un jeune ami qui est là, Christophe Moussou, m'a demandé quelle modification significative ma nomination au poste de ministre de la Culture apporterait au système. Je lui ai répondu que je ne serais pas ministre de la Culture, car j'estime que la culture ne doit pas être séparée de l'éducation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est contre cette opinion. Et le ministère de l'Éducation, à son tour, ne doit pas être scindé en trois autres.
Je ne sais pas si il y a quelqu'un d'autre qui a vu. Je remercie mon professeur Raphaël Égou que je vois, je ne l'avais pas vu. Merci du déplacement. Donc je remercie tous les professeurs qui se sont déplacés. J'avais remercié déjà le professeur qui a quitté Arizona, qui est à Calais pour nous. Oh, les féministes, on n'aura pas la paix. Alors la professeure, voilà, là on a la paix. Parce que comme les gens plaisantent le dit, le seul pays avec lequel le Bénin s'entend actuellement, c'est l'océan Atlantique. Alors, pour un petit pays comme le Bénin, je ne comprends pas pourquoi nous aimons tout diviser en de petits lambeaux. Je rêve d'un Bénin uni, avec un ministère de l'Éducation dont l'objectif dépasse le simple enseignement, peu me chaud s'il est primaire, secondaire ou supérieur. Je rêve d'un Bénin qui forme ses enfants patriotes, prêts au sacrifice, au point d'avoir des élus qui sont plus préoccupés par le mieux-être des populations que par l'accroissement de leur compte bancaire. Je rêve d'un Bénin où les élus en viennent à voter des lois qui dépouillent les députés et autres serviteurs de la nation du rêve de l'enrichissement illicite. Je veux dire, il faut que les élus du peuple, tous des producteurs ou des promoteurs de tel ou tel autre secteur socio-économique, soient si fiers du pays au point d'envoyer, disons, volontairement, une part de leur profit au trésor public, en dehors des taxes réglementaires. Oui, oui, je sais que c'est utopique. En fait, c'est ça le rôle de l'écrivain. L'écrivain rêve. Oui, oui. C'est un rêveur. Voilà. Donc, nous sommes dans l'imaginaire. Et c'est avec ça que finalement, vous savez, celui qui a créé le micro-baladeur avec lequel je parle, c'était un rêveur. Et finalement, ça s'est passé. C'est comme ça, il faut rêver. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué avec les élus que nous avons. Mais, pourquoi pas, dans 50 ans, dans un siècle, on peut avoir des élus comme cela, qui acceptent eux-mêmes de verser ce qu'ils gagnent. Parce que, vous savez qu'en Chine, par exemple, les députés ne gagnent rien. Vous pouvez taper sur Google, que gagnent les députés chinois? Rien. Et c'est des gens qui ont déjà un métier, qui ont déjà un profil, et ils décident maintenant de mettre leurs compétences au service de la nation. Mais bizarrement, chez nous, c'est l'inverse. On veut être député, on veut être ministre pour grossir les poches et dévaliser tout ce qu'il y a comme richesse du pays. C'est extraordinaire. Et il y a comme une loi tacite qui est votée pour faire ça. Ah, paix à son âme. Roger Gouambi, avant de mourir, avant même d'être ministre, et après qu'elle est même ministre, il me disait que les gens trouvaient bizarre quand on lui donnait des sous et il refusait de prendre les sous là. Les gens trouvaient que ça ne va pas bien dans sa tête. Et quand après son poste de ministre, il n'a pas construit de grands immeubles à Ouida ou même à Cotonou, les gens trouvaient qu'il n'est pas un vrai ministre. Vous voyez dans notre tête, un vrai ministre, c'est quelqu'un qui a un grand immeuble ou bien de grands immeubles. Il faudrait que ça s'arrête. Parce que je prends le chef d'État américain, par exemple, des années 90, Bill Clinton, quand il quittait le pouvoir, il n'avait pas de grands immeubles. Même en France, François Hollande, il n'avait pas de grands immeubles. Mais ce n'est pas pourquoi chez nous, il faut que forcément les gens aient de grands immeubles. Heureusement que quelque part en Afrique, les gens ont compris, à côté au Sénégal, que ce soit Diomaye Faye ou Sonko, je ne crois pas qu'ils aient de grands immeubles. L'autre a même déclaré des dettes qu'il aurait à sa banque. Vous voyez, ça, c'est ce que je veux. Donc, c'est même vraiment pas un rêve, puisque ça se passe déjà à côté. Alors, je continue avec mon propos. Vous verrez là où je vais en venir. Alors, là où je vais en venir, c'est que je rêve d'un Bénin avec des élus assoiffés
d'être des leaders irréprochables, trempés dans l'intérêt général de la nation. À cette condition, et à cette seule condition, le ministre de l'Éducation nationale dotera sans mendier des aides empoisonnées qui viendraient corrompre les curricula et faire tourner la tête des élites vers l'extérieur, le pays des Béténao. Enfin, Béténao, c'est un Béninois, mais qui ne vit pas au Bénin, qui est un grand dans la technologie, dans ce qu'on appelle Heights Tech. Et pourquoi pas des Elon Musk, ça tout le monde le connaît, investi de faire grandir l'humanité. Alors à ce niveau, j'ouvre une parenthèse pour dire, avec ces entrepreneurs savants, on sait désormais les limites des matières premières, mais on ne sait pas encore l'étendue de la matière grise. Ce sont des gens qui sont devenus riches, non grâce au sol ou au sous-sol, mais grâce à leur tête. Donc je dis que si nous prenons l'éducation nationale au sérieux, nous aurons ce qu'on appelle une économie de service qui fera que notre pays va prospérer et vendre, produire, exporter. Comme j'aime à plaisanter, on n'exporte jamais les impôts. Or, c'est l'exportation qui crée les devises. Donc il faudrait qu'on forme les apprenants pour que demain, ils deviennent des têtes. Voilà, c'est ce que je dis dans notre parenthèse que je viens de fermer déjà. Alors, je poursuis. Nous avons constaté que dans notre pays, nous avons un grand problème d'éducation. Bon, j'éviterai de parler des AME. Je parle ainsi car l'école béninoise ne semble pas anticiper sur les défis du capital humain. Je parle ainsi car l'école béninoise ne semble pas anticiper. Je sais que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que au XXIe siècle, notre école n'a pas un statut de XXIe siècle. Alors, je parle ainsi car dans l'état actuel des choses, les lieux dits scolaires et universitaires sont privés des infrastructures dignes de notre siècle. Du personnel professoral aux salles de classe adéquates, des terrains de sport aux bibliothèques, de l'infirmerie aux salles multimédia, tout est à faire ou à refaire. Et je me dis que, comme c'est un pays organisé, et au regard, heureusement que nous sommes à Fijocet, et au regard de la récente belle bâtisse qui sert d'école au programme étranger à Fijocet, l'école publique sera séduisante quand l'application des tests juridiques obligera tout citoyen émargeant au trésor public à y inscrire sa descendance. Lorsque les autorités politiques auront leurs enfants dans des salles de classe délabrées, avec des enseignants traités comme des esclaves, chaque soir, elles auront les conséquences de ce type d'éducation dans leur famille. Pour ma part, les autorités politiques ne sentent pas le besoin, depuis 60 ans, de construire des écoles de référence durables, car les tests en l'état leur permettent de creuser davantage les inégalités sociales et de faire voyager qui elle veut pour poursuivre les études ou de bâtir l'Eldorado ailleurs. Après les bras valides, le Bénin semble faire fuir désormais ses cerveaux valides. Cette nouvelle forme d'esclavage volontaire, le ITB d'Aloupidine cherche à y mettre fin en contribuant à l'industrie culturelle et à l'économie du service. Parce que ces étudiants, quand ils sortiront d'ici,
ne cherchons pas d'abord à entrer à la fonction publique, mais à prendre ce qu'on appelle l'auto-emploi. Et notre rôle de citoyen est de l'accompagner par tous les moyens. Car, et j'aurais fini, la formation, la culture, l'éducation sont la seule issue pour atténuer l'animalité en l'homme et diminuer les conflits voisins et le bien. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de cette soirée.